Je m'interroge ce jour sur la question du sommet portant sur le financement des économies africaines qui s'est achevé, on va dire, de ce côté de l'Europe, de ce côté de la France, avec comme modérateur principal le président Emmanuel Macron qui proposait un nouveau deal, ce qu'ils ont appelé New Deal. Comment comprendre ce New Deal du financement des économies africaines pour aider les pays à surmonter le ralentissement de leur économie après cette brève rencontre du G5 Sahel au sortir du décès, entre guillemets, d'Idriss Déby? Comment l'Afrique peut-elle retrouver le chemin de la croissance? Quels en seront les acteurs dans le secteur privé africain et que peuvent faire les bailleurs de fonds pour soutenir ce secteur? Est-ce sérieux de convoquer des chefs d'État pour aborder la question du financement des économies africaines? Comment comprendre des années encore après les indépendances que l'Afrique soit confrontée à sa pire récession économique depuis 25 ans, en grande partie, dit-on, à cause de la pandémie Covid-19? Et si la Covid-19 était réellement mise sur pied, entre guillemets, idée pensée, pour réaffaiblir davantage les économies, entre guillemets, en voie de développement? Comment comprendre toutes ces dettes que cumulent les États africains à ce jour? La dette du continent a quasiment triplé entre 2006 et 2019, selon une étude conduite par le Trésor français, qui rappelle que le Fonds monétaire international estime à 290 milliards de dollars les besoins de financement externe africains pour 2020-2023. Comment sont-ils arrivés là sans que nos amis de la France, ceux qui veillent, qui sont censés veiller, les amis des Africains, n'aient pu attirer l'attention? Où est passé le développement réel en l'autonomie sociale? Qu'est-il arrivé aux vertus magiques du marché sur le bien-être du continent? Ne sont-ce pas des épistémistes qui font passer l'autonomie sociale d'un ajustement structurel à un autre sans atteindre le développement réel? On estime que l'économie du continent va se contracter de 2,6% dans le pire des cas, poussant environ 29 millions de personnes dans l'extrême pauvreté et entraînant 19 millions de pertes d'emplois, tandis que les envois de fonds vers l'Afrique subsaharienne devraient diminuer de 23,1%, soit 37 milliards de dollars. Ce qui voudrait tout simplement dire que nous sommes d'entrer dans une ère où il n'y aura plus de classe moyenne, on aura des extrêmement pauvres et d'extrêmement riches, ou de personnes extrêmement riches. Voilà les deux classes vers lesquelles on est en train d'aller. Comment comprendre les courbettes des chefs d'État africains devant la mère patrie, alors qu'ils avaient encore la latitude de trouver de nouveaux moyens de financer leur développement face à l'énorme retard qu'ils accusent tous? Comment comprendre cette manie de toujours faire les prêts sans jamais établir des plans justes de remboursement? Comment comprendre que dans leurs multiples rendez-vous officiels, les dirigeants africains ne se soient pas rendus compte que le financement du développement de l'Afrique est déjà en panne avec la pandémie Covid-19 qui menace d'inverser davantage la lenteur des progrès vers la réalisation des objectifs de développement durable et de l'agenda 2063 de l'Union africaine? Comment comprendre cette facilité qu'ont les États africains de toujours dire « Nous gardons le sous-sol africain pour les générations futures ». Pendant ce temps, on plonge les autres dans une famine extrême, on protège ceux qui devraient être censés utiliser ces biens pour nourrir le peuple. Ils font des crédits, ils font des prêts, ils disent protéger le sous-sol. Au nom de quoi? Ça sert à quoi d'être debout, flageolant avec la nourriture sous les pieds? Comment comprendre ces discours des dirigeants africains qui estiment que la pandémie a fait reculer le processus du développement, poussant les États dans un besoin de ressources financières supplémentaires pour permettre aux économies en développement de réagir efficacement, non seulement à la pandémie, mais aussi de se rétablir et de se reconstruire? Comment le croire lorsqu'on sait que l'Afrique a été le continent le moins touché? Comment comprendre cette facilité à courir vers les crédits pour nos chefs d'État lorsqu'on sait que l'ensemble des prêts réalisés
sur l'an n'ont pas permis à l'Afrique de se réaliser. On enregistre de manière plus lamentable la faiblesse des systèmes de santé publique en Afrique, les filets de sécurité sociale limités, le niveau élevé d'inégalité, le lourd fardeau de la dette, la réduction des recettes fiscales, les sorties des capitaux, le manque d'accès adéquat et suffisant au marché financier. Où est-ce que les pays africains en sont avec la lutte contre la pauvreté organisée dans les années 2000? Que dire de santé pour tous lancée dans les années 80? La santé pour tous l'a-t-on atteint dans les années 2000? La lutte contre la pauvreté lancée en 2000 l'a-t-on atteint en 2010? Cesser de gérer la pauvreté et passer à la gestion du développement. Non, le défi de l'Afrique n'est pas l'absence de liquidité ou de fonds pour financer le développement, mais plutôt toute une histoire construite autour de la gestion de la pauvreté, plutôt que du développement, en décrivant l'Afrique comme un continent pauvre, ayant besoin de l'aide de la communauté internationale. Comment comprendre que depuis des années, les pays africains ont passé le temps à présenter l'Afrique comme un continent pauvre, se contentant non pas de produire la richesse, mais de vivre des emprunts, mieux des crédits. Voilà le deal qui a été imposé entre la mère patrie. L'Afrique n'est pas prête, l'Afrique ne sera jamais prête, raison pour laquelle on va puiser les réserves, tenir ces réserves et entretenir et donner à dose homéopathique un peu d'argent aux pays africains. N'oublions pas que tout récemment, c'est le président Emmanuel Macron qui s'est levé pour décider sur le cas de la Centrafrique. Bon Dieu, comment comprendre que les dirigeants africains ont la responsabilité de construire le nouveau récit de l'East Afrique, ne le font pas, mais préfèrent aller commander de l'argent alors qu'ils disposent de la matière première, quand ils font de la lutte contre la corruption, la fraude fiscale et les flux financiers illicites, pied angulaire d'une mobilisation réussie des ressources intérieures. Les emprunts et les aides n'aident pas l'Afrique, le mal est plutôt à l'intérieur. Le Covid-Gate en est un cas. Les 180 milliards ont été mis à disposition pour relancer, on va dire, les différentes économies, pallier à cette pandémie. Où est-ce que cet argent a échoué? Dans les poches des différents gouvernants de ce pays. Et la preuve, ce sommet de financement, on a encore eu le Cameroun qui a trouvé son siège là-bas pour aller négocier, histoire d'avoir un peu d'argent. Les dirigeants africains doivent également honorer les engagements pris dans le cadre du programme d'action d'Addis Abeba de la 3e conférence internationale sur le financement du développement, notamment pour réduire sensiblement les flux financiers illicites, lutter contre la fraude fiscale et la corruption, réduire le coût de transfert de fonds et soutenir d'autres efforts visant à renforcer la mobilisation des ressources nationales. Conséquence, ce sommet sur le financement des économies africaines est, pour de l'avis des experts, un flop. Un flop véritable, parce qu'on a discuté de tout, mais jamais des problèmes essentiels de l'Afrique. On a parlé du développement en Afrique, et ils ont cru qu'on parlait du développement de l'Afrique. Bravo.